Bienvenue tout le monde à cette réunion publique du NPR révolutionnaire de la région parisienne. L'idée de ce soir, c'est discuter de un an après le génocide en cours à Gaza. Que faire face à l'escalade guerrière, à l'intensification de la politique guerrière de Netanyahou. L'occasion ce soir, du coup, de nous armer théoriquement pour mieux comprendre la situation aujourd'hui et réfléchir aussi comment agir et organiser la solidarité au peuple palestinien. Avant de laisser la parole à Selma et à JBT, je vais vous présenter le tout nouveau numéro qui vient de sortir de notre journal révolutionnaire, le numéro 20, qu'on vous invite à acheter. C'est 2 €. Vous pouvez le trouver là sur la table de presse et n'hésitez pas aussi à regarder ce qu'on a sur la table de presse, à discuter, à laisser aussi votre numéro si vous n'êtes pas encore en contact avec des militants et des militantes du NPR révolutionnaire. On va faire aussi tourner un petit chapeau artisanal tout à fait sympathique si vous avez quelques pièces ou billets à filer parce que la salle a un prix, même si c'est une très belle salle, elle a un prix, donc n'hésitez pas à participer financièrement aussi de ce point de vue-là. Et bien sûr, on lance une souscription là dans cette fin d'année parce que on a besoin de force pour militer au quotidien et donc y compris des forces financières. Et donc, que ce soit des petits, des gros dons, n'hésitez pas à donner. Vous pouvez trouver le QR code dans le journal ou encore sur notre site pour le lien de la souscription. Et il y aura quelques annonces à la fin, j'y reviendrai, mais on organise un week-end de formation jeune du NPR révolutionnaire ce week-end. Demain et dimanche toute la journée. Donc au programme, c'est des topos, des pléniers, des ateliers, des débats sur tout un tas de sujets théoriques et historiques. Et c'est l'occasion de mieux comprendre ensemble le monde capitaliste et comment fonctionne cette société et surtout quelles sont nos armes, nos forces et quel est notre rôle dans cette situation et la stratégie pour renverser ce système. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes. S'il y a des velléités de s'inscrire, n'hésitez pas à contacter, à discuter avec vos militants et militantes préférés de l'organisation ou d'aller sur la table de presse à la fin pour pouvoir vous inscrire pour le week-end de formation. Et on va commencer sans plus tarder avec l'intervention de Selma qui est co-porte-parole du NPR révolutionnaire et qui est conductrice de bus à l'arrière. Salut. À avoir été la semaine dernière dans la rue et d'ailleurs on était plusieurs dizaines de milliers pour manifester notre solidarité au peuple palestinien après, comme le disait Coppelia, un an de guerre génocidaire de l'État d'Israël à Gaza contre le peuple palestinien. Et c'est une date de mobilisation qui a pris une importance d'autant plus majeure à la suite de l'extension de cette guerre vers le Liban, avec d'abord les attaques au Beeper du 17 et 18 septembre, puis les bombardements les 27 septembre qui ont tué notamment le chef du Hezbollah, le parti de Dieu, représentant la communauté chiite au Liban, au vu du système politique confessionnaliste et dont on a vu aujourd'hui les derniers rebondissements avec la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Alors, cette offensive d'Israël est la réponse régulée de l'Iran. Elle réouvre en fait toutes les inquiétudes et les discussions sur les risques d'une généralisation du conflit au Moyen-Orient, dans une situation d'ailleurs plus générale de montée des tensions impérialistes. Alors je laisserai JBT revenir en détail sur l'importance de ce mouvement de solidarité avec la Palestine et avec toutes les populations sur place. Au NPR révolutionnaire, on a bien sûr été partie prenante, on en a été partie prenante dès le début, y compris face aux interdictions de manifester. Et si on est de toutes les mobilisations et qu'on participe à les construire, c'est qu'on sait que même si la tâche elle est immense, il n'y aura pas de raccourci dans la possibilité de mettre un coup d'arrêt à la politique coloniale de l'État israélien. Alors on se mobilise par tous les moyens possibles et avec toutes celles et ceux qui le veulent et à côté d'autres organisations, mais en y portant nos propres couleurs et nos propres perspectives. Et ces perspectives, elles découlent d'une analyse marxiste, matérialiste de la situation. Et c'est aussi pour qu'on puisse discuter un peu en détail de cette situation et des logiques impérialistes qui sont derrière qu'on a proposé de se réunir aujourd'hui. Alors la question centrale qu'on peut se poser, c'est un peu comment stopper cette machine de guerre israélienne, comment arrêter le génocide de Palestiniens et la colonisation. Comment empêcher, il y a plein de questions centrales en fait, mais comment empêcher que la région elle soit à nouveau tout
entière à feu et à sang. Et si, malgré tout, malheureusement, elle devait l'être, comment faire pour que cette énième guerre dans ce Proche et Moyen-Orient, maudit par leur richesse en pétrole, débouche sur une victoire des peuples et pas des classes dominantes. En fait, ces questions, elles montrent tout de suite l'ampleur du problème et au sentiment de révolte et d'injustice s'ajoute parfois le sentiment d'impuissance. Entre le regain de popularité de Netanyahou, depuis qu'il a étendu sa guerre du côté du Liban, et le soutien indéfectible de l'impérialisme américain, qu'il ait Biden, Trump ou Harris à sa tête d'ailleurs, entre l'impuissance presque ridicule de l'ONU, dont le secrétaire général a quand même été déclaré persona non grata en Israël par Netanyahou, et dont les casques bleus de la finule sont eux-mêmes visés par Tsahal. Bon, si on ajoute à tout ça la passivité plus que complice des États arabes, alors qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation et vers où on peut regarder? Est-ce qu'on peut regarder vers une victoire de l'Iran et du Hezbollah? Alors on y reviendra, mais même si elle était possible, on peut quand même se demander quel avenir cette victoire dessinerait pour tous les peuples de la région. Si la situation actuelle au Moyen-Orient elle est si complexe, c'est avant tout parce que cette partie du monde elle a été en fait depuis des décennies des grandes puissances impérialistes, que ce soit l'Angleterre, la France, puis les États-Unis. C'est parce que cette région elle est centrale dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Et c'est près en fait de 2/3 des réserves connues de pétrole qui sont concentrées dans l'ordre entre l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et l'Iran. Par ailleurs, le canal de Suez il est aussi un axe central dans le commerce mondial, notamment entre l'Europe et l'Asie, et c'est 22% du transport mondial des conteneurs qui passent aujourd'hui par ce canal. Alors tout ça, ça nous permet à la fois de comprendre pourquoi les grandes puissances impérialistes, elles ont les deux pieds dans cette région, mais comment aussi elles ont intérêt à avoir à la tête des puissances régionales sur place des gouvernements qui sont leurs amis. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi tous les soulèvements populaires dans la région sont surveillés comme le lait sur le feu dans toutes les hautes sphères, jusqu'au Pentagone évidemment, pour que ces soulèvements soient réprimés ou soient emmenés dans des voies institutionnelles qui ne remettent pas en cause l'équilibre impérialiste instable dans la région. En fait, c'est un ordre régional tout entier qui est tourné vers l'exploitation des ressources par les plus grands groupes capitalistes de la planète, c'est à ça que sont confrontées les populations sur place, qui elles-mêmes sont exploitées et confrontées à la violence et à la misère. Et c'est bien de leur révolte, celle des travailleurs et des peuples, que la solution elle peut venir. Mais avant de discuter de ça, on va quand même essayer de décortiquer un peu toute la situation et de distinguer un peu les différentes forces en présence dans cette région, en commençant évidemment par le problème de l'Israël avec la Palestine, le Liban, le Hezbollah et l'Iran et les logiques impérialistes générales. Alors qu'est-ce que veut Netanyahou et c'est quoi la politique en fait de l'État d'Israël? Alors aujourd'hui, tout le socle de propagande qui est mis en avant par le régime de Netanyahou, c'est la guerre de religion, voire la guerre de civilisation, selon le niveau d'extrême droitisation. Et en fait, c'est cette même propagande qui est reprise là par nos gouvernements et notre extrême droite quand elle assimile l'anti-sionisme à de l'antisémitisme. Et c'est cette base idéologique-là qui est utilisée pour justifier en apparence le bombardement de centaines de milliers de civils. Alors cette rhétorique de la guerre de civilisation qui opposerait le monde occidental, sous-entendu judéo-chrétien, au monde arabe, sous-entendu musulman, c'est pas nouveau et en fait ça avait été déjà mis en place par le gouvernement américain, par exemple après les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est au nom de la lutte contre le terrorisme, d'ailleurs, que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, ils avaient envahi et occupé l'Afghanistan pendant 20 ans. Et c'est encore au nom de la lutte contre le terrorisme que les États-Unis sont repartis en guerre en 2023 contre l'Irak. Et à cette occasion, ils ont envahi et occupé un pays de 40 millions d'habitants. Ils ont détruit l'État et ils ont laissé derrière eux un champ de ruines qui en fait a lui-même été le terreau par la suite d'Al-Qaïda et de Daesh. Alors aujourd'hui, c'est Israël qui se présente comme le dernier rempart de l'Occident face aux terroristes islamistes. Le rempart de l'Europe face à la barbarie. Et Netanyahou, il s'inscrit dans la lignée du président américain de l'époque, George Bush. Mais face aux milliers de civils bombardés, sa propagande, elle commence à plus tromper grand monde.
Alors pour essayer de comprendre justement, il faut se défaire en fait de cette propagande. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On observe déjà que si le mot terrorisme, il a un sens, le principal terroriste dans les événements auxquels on assiste aujourd'hui, c'est bien l'État d'Israël lui-même, qu'il s'agisse du nombre de victimes civiles, qu'il s'agisse de destruction systématique d'infrastructures, qu'il s'agisse de messages propagandistes alarmants pour plonger des populations entières dans la peur. Oui, en fait, l'entreprise terroriste, elle est menée par l'État d'Israël et elle est menée à une échelle industrielle avec qui plus est quand même les moyens d'un État qui est perfusé par ses parrains, mais on y reviendra. Alors, est-ce que dire ça, c'est passer l'éponge sur l'attaque du Hamas du 7 octobre ? Évidemment que non. Cette attaque, elle visait principalement des civils, elle visait dont d'ailleurs des travailleurs immigrés, des sionistes modérés dans les kibboutz, voire des militants pour la paix parfois, ou des jeunes, alors certes inconscients, qui étaient venus danser à quelques kilomètres d'une prison à ciel ouvert. Cette attaque n'a pas renforcé la résistance des Palestiniens à l'occupation israélienne, ni militairement ni moralement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la qualification du Hamas comme étant terroriste, quand elle est mise en opposition à une pseudo-démocratie en Israël, elle est qu'un appui pour légitimer le fait d'écraser Gaza sous les bombes. Parce que dans la guerre contre des terroristes, tous les coups seraient permis. Mais en fait, en réalité, derrière cette fausse couverture politique, qui a pourtant des conséquences bien réelles, se cache la volonté d'Israël d'en finir une bonne fois pour toutes avec la Palestine. Ça, c'est vrai à Gaza, mais c'est vrai aussi en Cisjordanie. Et clairement, aujourd'hui, le projet de Netanyahou, c'est de construire le grand Israël de la mer au Jourdain. Parce qu'Israël, c'est avant tout un projet colonial, et le sionisme, d'ailleurs, il a puisé son inspiration dans le colonialisme impérialiste européen de la fin du 19e siècle. C'est un régime colonial par nature, en guerre ouverte et permanent contre le peuple qui prétend remplacer, et un régime de cette nature, il peut que virer vers l'extrême droite et l'autoritarisme. Israël, ça a été le laboratoire des extrêmes droites modernes, que certains appellent à tort populistes, et qui se hissent au pouvoir en fait dans tout le monde occidental. Et un tel régime, il doit se doter en plus d'une armée et d'une police répressive omniprésente, d'une idéologie pour couvrir tout ça, la plus obscurantiste et réactionnaire. Et en fait, c'est là et seulement là qu'intervient la religion comme phare idéologique d'une entreprise coloniale. Depuis la Nakba de 48, le peuple palestinien il est pour une grande partie exilé à l'étranger, notamment au Liban, j'y reviendrai. En Palestine même, il est relégué aujourd'hui à 20% du territoire de la bande de Gaza, soumise à la tentative de génocide en cours. Et puis des confettis en Cisjordanie, qui est morcelé, hérissé de barbelés et de checkpoints israéliens. Le Hamas, qui a longtemps été financé et favorisé par le parti de Netanyahou pour faire concurrence à Yasser Arafat, dirige Gaza ou ce qu'il en reste. Et en Cisjordanie, qui est dirigée par le Fatah, qui est une organisation bien plus intégrée dans la diplomatie internationale, la situation elle est aussi catastrophique. En un an, le taux de chômage il est passé de 13% à 32%. Les checkpoints dans les zones contrôlées par Israël, elles sont de plus en plus difficiles à passer, et la colonisation elle a repris de plus belle. Aujourd'hui, c'est 5% de la population israélienne qui vit dans les colonies autour du mur en Cisjordanie. Et les colonies de peuplement officielles, c'est-à-dire celles qui sont adoubées par Israël, elles ont augmenté de 146 nouvelles colonies, et ça c'est sans compter les 144 autres colonies qui sont développées par différents groupes sionistes sur place et qui ne sont pas encore reconnues par l'administration israélienne. Et à tout ça s'ajoutent les détentions administratives de Palestiniens, les bombardements de camps comme on a vu à Jénine, et les exactions de l'armée qui ont jusque-là fait plus de 700 morts en Cisjordanie. Et ça, c'est encore une fois sans compter l'enfer de tous les prisonniers enfermés dans les prisons israéliennes. Alors, ça, c'est ce qu'on voit sur Israël par rapport à la Palestine, mais on peut se demander aussi pourquoi cette politique colonialiste, elle pousse aujourd'hui Israël à faire aussi la guerre au Liban. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur l'histoire du Liban. Donc c'est quand même un pays qui a été sous mandat colonial français jusqu'en 1946, et c'est sous l'égide de la France que le régime confessionnel qui existe aujourd'hui, il s'est mis en place, où les grandes bourgeoisies en fait, des trois principales communautés religieuses chrétiennes, sunnites et chiites, elles se partagent le pouvoir.
Et dès la création d'Israël en 1948, puis plus tard dans les années 70, en fait, c'est principalement vers le Liban qu'une grande partie des Palestiniens ont fui, notamment après le massacre de Septembre Noir, où l'armée jordanienne avait tué 5 à 10 000 Palestiniens. Au Liban, les inégalités, elles sont criantes. C'est 60% des richesses nationales qui sont concentrées dans les mains de 1% de la population. Et concrètement, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des liens de solidarité qui se sont créés au cours de l'histoire et renforcés entre le mouvement palestinien et la population pauvre au Liban. Par exemple, des années entre 72 et 75, ça a été marqué par des mouvements sociaux d'ampleur et 4 grèves générales au Liban. Alors dans un contexte comme ça, et bien que le Liban n'ait pas participé aux guerres de 48, de 67 et de 73 entre Israël et les États arabes, le danger que constituaient ces liens-là entre les Palestiniens et les populations libanaises, elles ont fait de ce pays une des bêtes noires d'Israël. À savoir que sur place aussi, au milieu des années 70, c'est la fraction chrétienne de la bourgeoisie libanaise qui a elle-même combattu à l'aide de ces milices d'extrême droite les organisations de la gauche libanaise, mais aussi les milices palestiniennes. Alors c'est à l'occasion de la guerre civile de 78 qu'Israël voit l'opportunité d'envahir une première fois le Liban. Et en fait, c'est depuis cette date-là qu'elle a maintenu dans la zone sud du Liban, celle qui est bombardée aujourd'hui, une zone dite de sécurité. Et c'est aussi depuis là en fait que la FINUL elle s'est déployée dans la zone. En 82, Israël envahit une nouvelle fois le Liban, mais avec cette fois une résistance en fait qui a percé en partie l'unité nationale en Israël même, parce qu'il y a eu des pertes importantes de soldats. Et cet échec militaire, il avait causé en Israël au régime des manifestations importantes qui étaient organisées par une organisation qui s'appelait La Paix Maintenant. Donc cette situation, elle avait forcé l'intervention des puissances occidentales derrière les États-Unis et la France pour s'assurer en fait de l'exil des combattants palestiniens de l'OLP en Turquie. Et ça a eu comme conséquence de laisser les camps de réfugiés palestiniens sans défense au Liban. Et en fait, c'est la même année qu'a eu lieu le massacre de Sabra et Shatila, organisé main dans la main par les milices d'extrême droite chrétienne et les troupes israéliennes qui ont fait 3500 à 5000 morts. Alors Israël se retire complètement en 2000 et laisse la zone sud du Liban, dans la zone sud du Liban, un terreau fertile au développement du Hezbollah, et revient en 2006 sous prétexte de libérer 2 soldats israéliens. Et c'est une nouvelle offensive qui va faire 1 millier de morts et qui va détruire à nouveau les infrastructures et habitations de la région, mais sans une résistance importante. Mais là, Israël tombe un peu sur un os et sur une résistance, les armes à la main du Hezbollah, qui était bien plus importante que prévu. Et ce petit retour historique, même rapide, en fait, il permet de comprendre que suite aux échecs militaires d'Israël au Liban, et avec le développement du Hezbollah créé par l'Iran et soutien du Hamas, la frontière entre Israël et le Liban, elle représente aujourd'hui une menace dans le projet de faire d'Israël une puissance régionale incontestée, et une fois de plus, la propagande contre le terrorisme, qu'il s'agisse du Hamas ou du Hezbollah ou du régime des Mollahs en Iran, c'est une situation opportune pour Netanyahou dans la possibilité d'étendre sa guerre et son influence dans la région. Mais justement, dans la région, l'une des grosses pièces du puzzle, ça reste quand même l'Iran. Bon, derrière la rhétorique islamiste qui prétend soutenir les musulmans contre l'État d'Israël, l'Iran il tente le plus possible de se maintenir quand même à l'écart du conflit depuis le 7 octobre. Mais le piège il s'est un peu refermé sur cette puissance régionale, concurrente et parfois adversaire des États-Unis, qui a été poussée pour négocier sa survie en fait dans le cadre du système impérialiste, à déployer des alliances avec le régime syrien, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis du Yémen. Mais en fait, en envahissant le sud Liban, là Israël il s'attaque directement au Hezbollah et donc il entraîne indirectement l'Iran dans le conflit. Alors vous me direz quel rapport entre le Hezbollah et l'Iran ? Déjà la création du Hezbollah au début des années 40, elle s'est faite avec l'appui de la République islamique d'Iran et de ses gardiens de la révolution. Alors pour autant, on ne peut pas vraiment considérer le Hezbollah comme une sorte d'antenne de l'Iran au Liban, parce que ce Hezbollah c'est vraiment un parti religieux chiite, politique, qui s'appelle le Parti de Dieu, et qui a vraiment ses intérêts propres et qui s'est développé sur l'échec du mouvement ouvrier libanais dans les années 70.
ce qui s'est développé sur la guerre civile et sur toute la situation politique en fait, dont on discutait juste avant. Alors c'est un groupe armé mais qui s'est développé en organisant la communauté chiite au Liban à travers les œuvres sociales en fait, de ces mosquées, donc des services éducatifs, des services médicaux, des assistances aux plus pauvres, etc. etc. Et c'est dans ce cadre-là que le Hezbollah a recruté des militants pour ses milices et s'est forgé en fait un peu cette identité de héros dans la lutte contre l'impérialisme, notamment en repoussant à l'aide de ses forces armées les troupes israéliennes dans les années 2000 et 2006, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et le Hezbollah, c'est aussi un vrai parti politique depuis 1992 et il prend part entière à la vie institutionnelle libanaise en intégrant des ministères et en négociant avec les autres franges de la bourgeoisie dans leur objectif commun de maintenir leurs intérêts comme des classes dominantes. Le Hezbollah et son ancien dirigeant Hassan Nasrallah, qui a été tué par Israël le 27 septembre dernier, il n'a pas non plus hésité à s'opposer aux mouvements populaires qui ont rythmé la situation au Liban, notamment pendant les grandes manifestations de 2019, en détruisant les tentes des manifestants, puis suite à la crise sociale et économique qui a été ouverte par l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Alors malgré ses intérêts propres, le Hezbollah, il a Téhéran quand même comme allié central dans la région. Mais alors pourquoi depuis la reprise de l'offensive israélienne en Palestine le 7 octobre dernier, l'Iran s'est tenu relativement à l'écart du conflit? Parce qu'on le voit bien quand même, les réponses armées qui ont été envoyées, elles étaient plus que régulées et elles étaient bien assez prévenues et prévues pour permettre à Israël de se défendre. Mais en fait, la bourgeoisie iranienne, elle joue elle-même des coudes depuis 1979 pour négocier une marge plus importante dans la région. Et ça n'empêche pas les accords, les compromis et les cohabitations avec les États-Unis qui sont très courants. Mais ce n'est pas un allié paillasson, un peu comme les autres États de la région, c'est plus un concurrent en position d'extrême faiblesse qui n'aurait donc pas intérêt aujourd'hui à un conflit armé ouvert. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ces ripostes graduées, qui sont vraiment très graduées, aux provocations, elles, très peu graduées de Netanyahou. Et il y a un camarade qui a utilisé cette qualification, et je trouve l'image assez juste. Il parlait d'une chorégraphie macabre pour qualifier ce jeu d'équilibriste, qui s'explique par la crainte d'un embrasement réel qui mettrait l'Iran directement face aux États-Unis et à l'hostilité d'Israël. Sauf que cette fois, l'attaque d'Israël contre le Hezbollah, elle engage presque directement l'Iran. Et en réalité, l'Iran, il a comme objectif de se maintenir comme puissance régionale, en se montrant donc comme une force en capacité de répondre à Israël, mais aussi de répondre aux États-Unis. En fait, c'est pour ça que l'Iran y mise sur l'arme nucléaire, qui serait quand même une assurance vie pour le régime des mollahs et qui forcerait les États-Unis à traiter un peu plus sobrement avec lui. Alors ce jeu d'équilibriste qu'on essaye de décrire ici et le climat de guerre de la région, c'est aussi une opportunité pour l'Iran de se garantir une certaine stabilité aussi interne, en essayant de rallier à lui une population, un peuple dont les luttes des dernières années, qu'il s'agisse du mouvement Femmes, Vie, Liberté ou des grèves des dernières années, ont opposé au régime. Et c'est vis-à-vis de ces couches-là, d'ailleurs, qui pourraient se sentir elles-mêmes solidaires des opprimés du Liban ou de Palestine, que le régime voudrait donner un peu le change par des manifestations officielles de sympathie à l'égard des Palestiniens pour tenter de réaliser une union sacrée derrière lui. Le plus grand danger en fait pour le régime iranien, mais comme pour les États-Unis, ce serait une indignation contre les puissances occidentales et que ça se transforme en révolte populaire. Alors, pour répondre à la question un peu provocatrice que j'avais posée au début, est-ce qu'il faut se résoudre à souhaiter une victoire militaire de l'Iran comme seul moyen pour mettre un coup d'arrêt à Netanyahou? Alors aussi souhaitable que serait une défaite militaire d'Israël et des États-Unis, en fait, c'est pas vraiment une question d'actualité. D'abord, les souhaits, ça fait pas une politique, mais surtout, une telle victoire de l'Iran, elle est improbable dans une confrontation d'État à État avec Israël soutenu par les États-Unis. Et enfin et surtout, le régime iranien, il est féroce contre son contre son propre peuple, et il le serait encore plus contre les peuples de la région. En fait, il ne se revendique pas, évidemment, d'abattre l'impérialisme, mais il souhaite y négocier sa place avec le sang des peuples palestiniens, libanais et iraniens, s'il le fallait. Alors, qu'est-ce qui crée cette instabilité fondamentale dans cette région du monde? Le fanatisme d'extrême droite de Netanyahou et ses alliés, ça aide pas, et ça le renforce, mais c'est pas le moteur de l'escalade. Le fondement sioniste, donc,
colonialiste d'Israël, il est bien sûr l'étincelle qui met et qui remet en fait sans cesse le feu aux poudres, mais ce qui fait que les peuples de la région sont découpés par des frontières pour certaines arbitraires, montés les uns contre les autres, utilisés comme chair à canon dans des guerres, un coup national et un coup religieuse, c'est l'impérialisme, et d'abord le plus puissant, l'impérialisme américain, et sa volonté de trouver toujours des relais pour favoriser ses contrats commerciaux et ses bases militaires. Et là encore, on ne se laisse pas bercer par la propagande, parce qu'à écouter Biden, Macron, Scholz et l'ONU qui dominent, c'est les bienfaiteurs de l'humanité qui cherchent à apaiser les tensions. Et le fameux droit d'Israël à se défendre, en fait, c'est une carte blanche pour Israël dans sa guerre contre les peuples du Moyen-Orient. Pour tout ce qui se passe sur son territoire, Israël il a quand même une relative autonomie par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis, ils se passeraient bien d'un génocide à Gaza parce qu'ils n'ont pas de griffe spéciale contre les Palestiniens. Mais si leurs alliés décident ça, ça change pas leur plan, et que ça change pas leurs plans régionaux, que Israël le fasse. Et puis tant qu'à faire, ils récolteront à l'occasion quelques leçons de morale. Mais le soutien à cet allié, il reste toujours bien réel, et c'est d'abord et avant tout, bien sûr, un soutien militaire et financier sans lequel Israël, qui est un petit pays de 10 millions d'habitants, ne pourrait pas menacer tous les États de la région. Alors Biden, il a tenu quand même à féliciter Netanyahou pour l'assassinat du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ainsi que pour les attentats menés en Iran au nom du prétendu droit d'Israël à se défendre. Fin septembre, au moment même où Israël lançait son offensive sur le Liban, les États-Unis, ils annonçaient quand même une aide militaire de 8,7 milliards de dollars à Israël. Et loin d'empêcher leurs alliés de multiplier ces attaques et provocations contre l'Iran, ils ont décidé de déployer un nouvel arsenal d'interception de missiles pour le protéger. Le système de domination impérialiste au Moyen-Orient, il s'appuie donc sur Israël. Et ça fait pas d'Israël le donneur d'ordre des États-Unis, comme les antisémitistes veulent le faire croire, mais bien l'inverse. En fait, c'est bien leur sous-traitant. Et c'est ce choix de l'État israélien. Ce choix de l'État israélien, ça implique qu'Israël, ça soit avant tout une caserne, une base militaire au service des intérêts américains. Voilà en fait le prix des aides à coloniser et génocider la Palestine. Alors non, un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre, et les Israéliens, ils peuvent peut-être se voir comme des privilégiés parce qu'ils sont en moyenne plus riches que les populations de ce Moyen-Orient pauvre, mais les classes populaires israéliennes qui gâchent quand même déjà 3 ans de leur jeunesse dans une armée génocidaire, ils ont en réalité pas d'intérêt commun avec la bourgeoisie sioniste qui ne doit elle-même son existence qu'à la promesse d'enrôler sa population dans les guerres sans fin de l'impérialisme. Mais l'impérialisme, il ne s'appuie pas que sur Israël. Les États-Unis, ils financent quand même à la même hauteur l'Égypte, qui est 8 fois plus peuplée que Israël, et par le biais du commerce du pétrole de l'Arabie Saoudite. La petite Jordanie, elle déploie des missiles antiaériens sur son sol, qui ont fait partie du bouclier pour intercepter les tirs iraniens et protéger Israël. Les États arabes, eux, ils ont presque tous banalisé leur relation avec Israël, et en devenant muets depuis 1 an, ils sont devenus eux aussi les soutiens passifs de la guerre en cours. Alors pourquoi ? Parce qu'il en va de leur place dans le réseau d'alliances tissées par l'impérialisme, garantie pour les bourgeoisies arabes de pouvoir manger les miettes du gâteau capitaliste. La guerre nationale de Netanyahou, elle prend donc aujourd'hui une dimension régionale, et il ne peut pas coloniser la Palestine sans déclarer la guerre à tous les peuples de la région. Et ce n'est pas un simple colonialisme d'un petit État qu'on doit combattre, mais ce système impérialiste tout entier, ce que Lénine appelait le stade suprême du capitalisme. Et c'est à cette échelle internationale qu'il faut s'organiser pour stopper le génocide et la colonisation. Et pour ça, seule la révolte des peuples de toute la région pourra mettre un coup d'arrêt à cette escalade guerrière d'Israël. Une opposition à cette politique guerrière et pro-impérialiste en Israël même serait précieuse, même si aujourd'hui on en est très loin. Et il ne s'agit pas d'attendre après cette opposition interne, mais il s'agit bien de la susciter et de l'encourager plutôt que de repousser tout le peuple israélien derrière la politique criminelle de son État. Le peuple palestinien en première ligne à Gaza et en Cisjordanie, il est aussi dispersé dans des camps de réfugiés de tous les pays frontaliers, et il est une fraction du prolétariat de Liban, de Syrie, de Jordanie, d'Égypte. Et oui, la solidarité avec ce peuple
une solidarité des opprimés et des exploités, elle devra et elle pourra se tourner contre tous les oppresseurs et exploiteurs de la région. Et elle le pourra parce que si les réfugiés palestiniens, ils entraînent avec eux leurs frères de classe, ils pourraient être invincibles. Bon, ça, c'est sûr, c'est une révolution sociale qui pourra renverser l'impérialisme, une révolution qui ne connaîtra qu'une seule frontière, une frontière de classe entre exploiteurs et exploités. Et une telle révolution socialiste, ce serait la seule garantie pour que tous les peuples de la région aient leur droit légitime à une existence nationale. Oui, l'autodétermination des peuples palestiniens, libanais, syriens, iraniens, kurdes, etc., elle ne pourra être complète que dans une fédération socialiste du Moyen-Orient. Et rien que la menace d'une telle révolution, sous la forme d'une explosion sociale qui réunirait les classes populaires indépendamment de leur religion ou nation, comme les printemps arabes de 2011 ou le soulèvement libanais de 2019-2020 ou le mouvement Femmes, Vie, Liberté au Liban, ce serait un puissant catalyseur pour calmer les ardeurs de l'État sioniste et de son parrain américain. Alors nul ne sait où et quand une telle révolution peut démarrer, mais ce dont on est sûr, c'est de la nécessité dans tous les pays, et y compris ici, dans une métropole impérialiste comme la France. Et dans ce sens, c'est capital de continuer à manifester notre solidarité avec les peuples palestiniens et libanais et d'affirmer haut et clair que cette solidarité, c'est pas de l'antisémitisme, mais c'est de la dénonciation du colonialisme sioniste qui se fait le bras armé des plus grandes puissances impérialistes contre les peuples. Et pour parler de ça, je passe la parole à JBT. Ouais, ok. Merci Selma. Je vais laisser la parole à JBT qui est enseignant au collège et membre du nouveau parti anticapitaliste et révolutionnaire. Effectivement, depuis un an, face à une situation de danger sans précédent pour le peuple palestinien, on a une mobilisation internationale qui est d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis des années, de très nombreuses années. Au lendemain du 7 octobre donc 2023, il y a des gouvernements qui ont voulu interdire les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, par exemple en Allemagne, en Hongrie et, on le sait bien, nous, en France. D'ailleurs, demain, ce sera le 19 octobre, il y a tout juste un an, le NPA révolutionnaire avec Euro-Palestine, on avait obtenu du tribunal administratif la levée de l'interdiction de manifester qui avait été décrétée par le préfet Nunez, qui ne cachait pas du tout sa volonté de faire taire la solidarité internationale. Il faisait même l'amalgame entre la solidarité avec le peuple palestinien et l'apologie du terrorisme, entre la dénonciation de la colonisation et l'antisémitisme. Les dirigeants de l'État français, eux, qui n'ont aucun problème à s'allier, à vendre des armes à des régimes intégristes comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ils reprochent à ceux et celles qui dénoncent la politique israélienne d'être des soutiens du Hamas. Mais malgré leur méthode, c'est-à-dire la répression et la calomnie, malgré les interdictions de réunions publiques, malgré les condamnations en justice comme celle de Jean-Paul Delescaux de la CGT du Nord, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis, malgré les arrestations comme celle de l'infirmière Iman Marifi qui s'était rendue à Gaza, qui avait témoigné et qui a été placée en garde à vue au mois de septembre dernier. Malgré toutes ces tentatives de bâillonnement et d'intimidation, la pression du nombre, les initiatives aussi prises par des organisations comme la nôtre, ça a permis d'imposer notre droit à manifester. Et pendant toute l'année scolaire dernière, nos manifestations, elles ont été quasi hebdomadaires, de manifestations massives. Et des manifestations massives, et même parfois bien plus massives que celles qu'on a eues en France, il y en a eu sur tous les continents, dans les principales grandes villes de très nombreux pays. Elles ont atteint des ampleurs rarement vues depuis le mouvement de 2003 contre la guerre en Irak. À Londres notamment, elles ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes à plusieurs reprises. À New York aussi, avec des actions notamment menées par l'organisation, le mouvement Jewish Voice for Peace, y compris il y en a une il y a 3 jours, tout un tas d'actions, de manifestations menées contre la politique israélienne et la complicité évidemment des gouvernements impérialistes. En Tunisie, il y a 1 an, jour pour jour, le 18 octobre 2023, la mobilisation elle avait atteint une importance comparable à celle des manifestations de janvier 2011, juste avant la chute de Ben Ali.
En Égypte aussi, elle a permis, la pression populaire bien sûr, de faire reculer le gouvernement qui voulait museler toute expression de solidarité. Alors qu'est-ce qu'elle exprime, cette solidarité avec le peuple palestinien? Une telle mobilisation internationaliste, elle peut en rappeler d'autres. En France, contre la guerre d'Algérie dans les années 50 et 60, dans le monde entier contre la guerre du Vietnam dans les années 60-70, dans le monde entier aussi contre la guerre en Irak en 2003, avant même d'ailleurs son déclenchement. Des mobilisations qui d'ailleurs avaient d'abord touché la jeunesse, notamment scolarisée dans les lycées et les universités, comme on l'a vu l'an dernier là aussi dans de très nombreux pays. Et malgré la répression, malgré les évacuations, malgré les sanctions disciplinaires, les arrestations, parfois même les procès, encore la semaine dernière à Sciences Po Paris, encore hier à l'Institut d'études politiques de Toulouse, on a vu cette jeunesse se mobiliser aux côtés du peuple palestinien. C'est bien la preuve que ce mouvement, non, il n'a rien à voir avec la haine antisémite ou avec les préjugés antisémites. Il s'agit de combattre, de dénoncer l'oppression des peuples par les grandes puissances, que ce soit les puissances impérialistes françaises ou états-uniennes sur l'Algérie, le Vietnam, l'Irak. Aujourd'hui, évidemment, l'État d'Israël et cette maladie, c'est pas une puissance du tout comparable à la France, encore moins bien sûr aux États-Unis, mais derrière lui sont bien les intérêts de ces grandes puissances qui sont en jeu, parce que sans le soutien des dirigeants, sans leur soutien, les dirigeants israéliens, ils ne pourraient pas agir comme ils le font depuis plus de 75 ans. Effectivement, depuis 1948, c'est un camarade qui a trouvé son nom dans un article qui est sur notre site, que je vous invite à lire, ou dans notre journal. En tout cas, depuis 1948, l'État israélien il a reçu 158 milliards de dollars d'aide militaire des États-Unis. Dans les années 50 et 60, c'est la France qui lui a permis d'acquérir l'arme nucléaire. Dans les années 2000-2010, ce sont les États-Unis qui ont permis de créer son dôme de fer antimissile. En avril dernier, ce sont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis qui l'ont aidé à intercepter les missiles iraniens. Effectivement, c'est mal dit, qui étaient annoncés avec limite un préavis, mais en tout cas, ce sont aussi ces pays impérialistes qui sont venus en aide depuis leur base jordanienne. Donc nos solidarités internationales, c'est celle en fait des combats contre ces grandes puissances. Elle n'a pas de rapport avec des appartenances culturelles ou religieuses, c'est la continuité du mouvement anticolonialiste auquel les révolutionnaires, les internationalistes participent en fait depuis que le mouvement ouvrier existe. Et le peuple palestinien, qui est privé du droit élémentaire à déterminer de son sort, qui est séparé, là aussi cette maladie, qui est éclaté entre les camps de réfugiés dans les pays voisins, la bande de Gaza évidemment, cette prison à ciel ouvert et ce champ de massacre depuis un an, la Cisjordanie où c'est des confettis entre les colonies avec les violences, les humiliations, la brutalité des colons au quotidien. Ce peuple palestinien, il représente aux yeux de nombre de peuples dominés, de travailleurs et de travailleuses dans le monde entier, il représente en fait le sort de l'ensemble des exploités de la planète. Et d'ailleurs, des mobilisations de ces exploités, de ces travailleurs et de travailleurs, on a eu des mobilisations ouvrières contre le massacre. En France, on a des collectifs de travailleuses et de travailleurs, comme les soignants et soignantes pour Gaza, auxquels participent des camarades du NPA révolutionnaire, et qui sont présents, ces collectifs, à chaque manifestation. En novembre de l'année dernière, dans le port de Barcelone, l'Organisation des travailleurs portuaires a annoncé qu'elle refuserait de desservir les navires qui transportaient du matériel de guerre à destination de l'État d'Israël. Aux États-Unis, les travailleurs et travailleuses d'Oakland, l'année dernière aussi, ont bloqué pendant plusieurs heures un navire de ravitaillement militaire, Cap Orlando, dans d'abord le port d'Oakland en Californie, puis dans le sud de Tacoma, dans l'État de Washington. Des actions similaires, on en a vu en Italie au port de Salerne, ou bien au Danemark, l'usine Soborg de l'entreprise d'armement Therma qui fabrique des équipements pour les avions de chasse israéliens, elle a été bloquée, comme à Bristol au Royaume-Uni, la route qui mène au siège d'Elbit Systems qui fabrique des pièces pour les drones israéliens. En Belgique, plusieurs syndicats du personnel des aéroports ont appelé à refuser de manipuler des cargaisons de matériel militaire destiné à l'État d'Israël. En Grèce, des manifestations ont bloqué l'aéroport d'Athènes. Le 27 septembre dernier, il y a une journée de grève en solidarité avec le peuple palestinien qui a été appelée par plusieurs organisations syndicales dans l'État espagnol. Elle a été minoritaire, certes, mais elle indique bien la voie à suivre. Parce que ces travailleuses et travailleurs, qui sont de langue, d'origine, de convictions religieuses, philosophiques diverses, différentes, ce qui les unit, c'est bien plus fort que les divisions. Ce qui les unit, c'est l'appartenance à une même classe sociale.
Et c'est cette appartenance-là qui les pousse à s'identifier aux Palestiniens et aux Palestiniennes qui se font massacrer dans leurs maisons, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les écoles, avec la complicité des gouvernements que nous, on combat pour tout un tas de raisons, évidemment, dans chacun de nos pays au quotidien. Oui, parce que dans chacun de nos pays, effectivement, notre classe, elle doit se battre contre des gouvernements. Il y a bien sûr des gouvernements, des régimes qui sont pires que les autres, mais dans aucun pays du monde, il y a un gouvernement aujourd'hui contrôlé, malheureusement, par les travailleuses et les travailleurs. Dans aucun pays du monde, il y a un gouvernement qui agit dans l'intérêt de la majorité de sa population. Et voilà pourquoi on ne peut pas compter sur ces États, et ni non plus sur leurs institutions internationales ou sur leur prétendu droit international. L'ONU, qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'URSS stalinienne, mais surtout par les grandes puissances impérialistes, les États-Unis en tête, avec à ses côtés la France et le Royaume-Uni, qui étaient affaiblis par la guerre, mais qui étaient quand même encore à ce moment-là les deux plus grands empires coloniaux du monde. Et bien cette ONU, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est évidemment une institution qui est complètement tenue par le Conseil de sécurité, dans lequel les 5 grandes puissances ont le droit de veto. Mais l'ONU, de toute façon, c'est la réunion de tous les gouvernements du monde, c'est-à-dire tous ces gouvernements qu'on combat dans chacun des pays. Comment on pourrait croire que, alors que chacun dans son pays opprime, exploite, attaque sa population, une fois ensemble, il pourrait servir l'intérêt d'opprimer et des exploiter? Comment on pourrait croire que si je mettais tous les poisons du monde dans une marmite, ça me donnerait un médicament? Bon. Parce que c'est ça l'ONU. Donc évidemment que on n'a rien à attendre de ces institutions. On n'a rien à attendre non plus de la Cour internationale de justice, la CIJ. On n'a rien à attendre de nos gouvernements. Macron, il peut se brouiller avec Netanyahou, il peut faire des provocations, même se faire huer par le CRIF. Bon, parce qu'effectivement, il ne peut pas se permettre là de fermer les yeux, alors qu'il veut garder le Liban dans le giron de la France. Il ne peut pas se permettre complètement d'accompagner. Mais en réalité, il laisse complètement se poursuivre la livraison de matériel militaire prétendument défensif ou via des intermédiaires en toute opacité. Et on n'a rien à attendre non plus des gouvernements qui s'intitulent parfois du Sud global, qui prétendent faire contrepoids aux grandes puissances. Comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à des gouvernements comme celui du Brésil ou de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des pays les plus inégalitaires du monde? Oui, l'Afrique du Sud a acquis de la sympathie en saisissant la CIJ l'année dernière, mais pour quel résultat? On ne peut pas faire confiance évidemment au gouvernement indien du raciste d'extrême droite Modi, faire confiance au gouvernement turc d'Erdogan, qui d'ailleurs lui aussi opprime un peuple qui est le peuple kurde, évidemment au gouvernement iranien, ça a été dit, mais qui lui aussi opprime un certain nombre de peuples, le kurde, baloutch, azéri, arabe, turkmène. L'Iran, c'est une somme de minorités nationales opprimées, ou de minorités religieuses, à commencer d'ailleurs par la minorité musulmane sunnite, et puis évidemment qui opprime l'ensemble de sa population, et notamment la jeunesse, les femmes qui manifestent pour leur liberté. Alors ces gouvernements, oui, par opportunisme, ils peuvent effectivement se positionner aux côtés du peuple palestinien. La CIJ, elle peut dire qu'il y a un risque de génocide à Gaza et dire que quand même ce serait sympa que l'État d'Israël laisse entrer l'aide humanitaire. Mais on sait bien que ces déclarations, elles sont totalement sans effet. Les seuls qui peuvent parfois réussir à freiner un peu les ardeurs de Netanyahou, avec toutes les difficultés, effectivement, parce qu'il a son autonomie, mais sont les États-Unis. Il y a quelques jours, Biden a un peu fait promettre à Netanyahou qu'il ne bombarderait pas les puits de pétrole en Iran, parce que là, effectivement, ça pourrait déclencher un nouveau choc pétrolier, une nouvelle crise économique, juste avant les élections, ça ferait mauvais genre. Donc, tuer des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, détruire des hôpitaux, des écoles, des quartiers, des villes entières, ça, d'accord. Mais la ligne rouge, c'est évidemment de ne pas déstabiliser l'économie, c'est ça, évidemment, la ligne rouge des capitalistes. Alors, nous, on pourrait avoir l'impression, bien sûr, que face à ces gens, face à ces puissances, face à ces brutes, on est bien peu de choses. On n'a pas, évidemment, un grand pouvoir d'action. Mais, justement, le fait que l'État d'Israël soit aussi dépendant de ces grandes puissances, ça, c'est sa faiblesse en réalité. C'est parce que s'il était privé de ses soutiens, il ne pourrait pas agir comme il le fait, il pourrait même pas du tout faire le millième de ce qu'il fait, de ce qui se permet de faire. Donc voilà bien pourquoi nos manifestations, elles sont non seulement utiles, mais aussi vitales. Parce que non seulement elles sont utiles pour le peuple palestinien, pour qu'il sache qu'il n'est pas isolé, mais aussi pour faire vaciller le socle sur lequel repose le colonialisme de l'État israélien. Ces mobilisations, elles portent parfois des fruits.
Alors bien sûr, les livraisons d'armes, pour l'instant, elles continuent, et elles continuent même de plus belle. Mais parfois, elles sont un petit peu rendues difficiles, elles doivent se faire en toute discrétion. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis l'été dernier l'histoire du navire allemand, le NV Catherine. Alors navire allemand mais immatriculé dans le territoire portugais de Madère, qui était parti du Vietnam en direction de la Namibie avec des explosifs dont on peut supposer, plusieurs gouvernements en tout cas supposent, qui sont destinés à des fabricants d'armes en Israël. Et bien son accostage, il a été refusé par la Namibie. Il a dû renoncer à son pavillon portugais pour ne pas se faire contrôler et devoir rendre des comptes sur la destination de sa cargaison. Aux dernières nouvelles, il se trouvait en Angola. Alors tout ça pour montrer que bah oui, la pression qui est mise par nos mobilisations, elle peut entraver en tout cas la circulation des engins de mort. Alors maintenant, imaginons une grève qui toucherait toutes les entreprises, à commencer par celles qui fournissent des armes à l'État d'Israël. Et bien voilà qui ferait bien trembler le patronat, et notamment les profiteurs de guerre, notamment tous ces marchands de mort et les gouvernements qui sont à leur service. Alors nous, on est communistes révolutionnaires, parce qu'on pense que l'émancipation de l'humanité, elle sera possible qu'en renversant ce système capitaliste et en plaçant toute l'économie, toute la société, sous le contrôle de ceux et celles qui la font tourner. Et c'est pour ça, et c'est vrai qu'on le répète souvent, mais on le dit, voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment vous inviter, vous inciter à militer à nos côtés, en tout cas à discuter avec nous pour militer effectivement dans une organisation révolutionnaire en France et avec bien sûr une perspective internationaliste. Parce que ce qu'on dit ici, dans notre pays capitaliste, développé, impérialiste, bah, ce qu'on dit ici c'est vrai partout ailleurs, cette nécessité de la révolution. Dans les anciens pays colonisés, les mouvements nationalistes du passé, ils ont pu chasser, et on s'en félicite, les forces colonialistes. Mais nulle part, malheureusement, ces forces nationalistes, elles ont mis fin à l'exploitation, ni même à la domination économique imposée par les grandes puissances sur les différents pays du monde. Dans le cas de la Palestine et de l'État d'Israël, comment est-ce qu'on peut croire qu'un changement viendra sans changer radicalement de système? Comment on peut croire, par exemple, à une solution à deux États comme ça, deux États normaux, comme si de rien n'était? D'abord, sur quelles frontières? Les frontières qui ont été décidées par l'ONU, c'est-à-dire par ces grandes puissances, suite un peu à la mise devant fait accomplie par les offensives militaires israéliennes. Et puis alors, qu'est-ce qu'il en serait dans ce cas-là du droit au retour des réfugiés qui sont dans tous les pays voisins et même ailleurs dans le monde? Non, on ne peut pas croire du tout à cette solution-là, à deux États capitalistes, démocratiques, bourgeois, côte à côte. Ça, c'est de la poudre aux yeux. On peut croire à une solution, en revanche, dans laquelle les populations de langue arabe et de langue hébraïque habiteraient ensemble, sans séparation, avec les mêmes droits. Bien sûr, ça semble pas du tout réaliste aujourd'hui, mais ça l'est sûrement pas moins, c'est pas moins réaliste en tout cas que la solution à deux États. Et effectivement, comme il disait Maël, on a vu plusieurs fois, y compris récemment, des mobilisations dans des pays où on ne pensait pas que ce serait possible. 2019-2020 au Liban, effectivement, des mobilisations populaires contre la vie chère, contre la corruption, qui ont dépassé complètement les clivages religieux, qui même ont attaqué la notion de confessionnalisation de la société et de la vie politique. En revanche, cette solution, avec tous ces peuples vivant ensemble, elle suppose au moins une condition, une première condition, c'est que la majorité de la population israélienne, elle renonce au projet d'un État juif, au projet sioniste. Parce que, effectivement, là aussi, c'est une maladie. Les travailleurs, les travailleuses, les classes populaires israéliennes n'ont en réalité aucun intérêt à ce projet. Une telle rupture, elle serait bien sûr possible que dans une situation de crise, une rupture entre la majorité de la population israélienne et sa bourgeoisie sioniste. Dans une situation de crise, mais une situation de crise qui pourrait notamment venir de cette persistance de la résistance palestinienne. C'est pour ça aussi que notre soutien à la lutte palestinienne, c'est un soutien inconditionnel. Mais cette solution-là, elle supposerait aussi la rupture entre la majorité de la population palestinienne et les mouvements nationalistes qui n'y proposent de perspective que dans le cadre des frontières de la Palestine historique, c'est-à-dire en fait dessinées aussi par des gens bien extérieurs. Elle supposerait une remise en cause de toutes les frontières du Proche et du Moyen-Orient issues des partages de la Première Guerre mondiale. Elle supposerait la fin de tous les régimes, de tous les États de la région. Autrement dit, la solution, ce sont les mots d'ordre de Marx et d'Engels, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, nous sommes convaincus que la solution est bien là, l'union des prolétaires de toute la région, et même du monde entier évidemment, contre leur classe dominante,
contre les dirigeants politiques, pour l'établissement d'une société débarrassée de toutes les formes d'oppression et de domination. Et je crois que si on est là, c'est qu'on a souvent manifesté ensemble dans Paris. Eh bien oui, c'est ça le sens d'un des slogans qu'on reprend souvent dans notre cortège. Solidarité de Paris à Gaza, solidarité entre les opprimés et les exploités du monde entier, parce que contre le colonialisme et l'impérialisme, une solution, révolution.